Bonjour, aujourd'hui dans votre chronique Le Moujik et ses phrases, je vous propose l'étude de la chanson Belgrade. Cette conne non plus réelle, boutefeu criminel, et nous déconner ensemble. Ballerine à Lausanne, à l'aise dans le dédale, vu que la Corrèze est liquide. Les faubourgs de Brive, la tigresse sexy, quel étrange nom. Tous les nagras, les pixels, no use dans ce bordel. Stop figurant, faut suivre. Avec Belgrade, paru en 1999 sur l'album Mustango, Jean-Louis nous plonge dans la guerre des Balkans, qui commença en 1991 par une série de conflits violents dans les territoires de l'ancienne République socialiste de Yougoslavie, et ce jusqu'en 2001. Deux séries de guerres se succèdent, affectant les 6 républiques de la défunte République fédérative socialiste de Yougoslavie. Belgrade est la capitale de l'actuelle Serbie. Le premier vers, Ballerine à Lausanne, évoque la mainmise de l'OTAN sur l'ONU en 1999 au sujet des Balkans, et qui lui impose une espèce de danse inconfortable et inefficace. À la fin de l'époque de Tito, les nationalistes relevèrent la tête en Serbie, en Croatie et même en Slovénie. Des émigrés anti-Tito, souvent enrichis en Occident, revenaient au pays en quête de revanche. En 1989, leur heure a sonné. Après la chute du mur de Berlin, l'entière époque communiste est présentée comme un enchaînement de crimes et d'erreurs. En Serbie, les Tchétniks, nationalistes naguère discrédités, deviennent une force dominante. En Croatie, les Ustashi, complices des nazis pendant la guerre, se camouflent pour ne pas choquer le monde, mais en fait gouvernent le pays. Menée par l'OTAN contre la Yougoslavie, la guerre humanitaire semblait toucher à sa fin. Belgrade souscrivait aux conditions posées par le G8, mais il fallait que Washington accepte de suspendre les bombardements pour que le Conseil de sécurité puisse adopter une résolution ouvrant la voie à une solution. Le refus de l'OTAN d'une trêve a fait capoter l'initiative. Il fallait que Belgrade se soumette aux conditions de l'Alliance et non à celles des Nations Unies. À ce sujet, j'ai trouvé un très bel article écrit par Monique Chemillier-Gendreau en janvier 1996 dans Le Monde diplomatique, qui porte comme titre « L'ONU confisquée par les grandes puissances ». Je vais vous en lire un petit extrait, c'est édifiant. Si, à leur création en 1945, les Nations Unies exprimaient l'engagement des États en faveur du maintien de la paix et d'une avancée vers plus de justice internationale, leur fonctionnement fut gouverné jusqu'en 1989 par les aléas de la guerre froide. Puis, après la chute du mur de Berlin, sous couvert de nouvel ordre international, les États-Unis les confisquèrent. Abasourdis par l'effondrement brutal du communisme et occupés par une crise économique particulièrement aiguë, les peuples ont mal mesuré comment l'organisation mondiale entrait dans une spirale d'échecs qui rendait bien illusoires tous les projets de réforme dont on parlait pour le cinquantenaire de cette organisation. L'ONU est d'abord minée par son déficit. Le solde non acquitté des contributions se montait à 3,9 milliards de dollars au 10 août 1995, 858 millions pour le budget ordinaire et 3 milliards pour le budget des opérations de la paix.
Les plus grands pays violant l'article 17 de la Charte refusent de payer leur quote-part, pourtant insignifiante si on la compare aux dépenses militaires et au volume des transactions du secteur privé. Partout où le feu de la guerre s'allume, les Nations Unies déploient pour l'éteindre des moyens inefficaces et coûteux. Mais elles sont absentes des grandes négociations de paix que les États-Unis mènent en dehors d'elles, Palestine ou Bosnie. En revanche, Washington les instrumentalise pour éreinter certains peuples à travers des procédures contestables, comme celles qui maintiennent l'Irak en état d'épuisement et la Libye sous châtiment pour un attentat aérien qui n'a toujours pas été examiné dans une procédure judiciaire objective. Alors que l'émancipation des peuples colonisés aurait pu être portée au crédit de l'ONU, celle-ci semble avoir perdu toute capacité à contribuer à l'approfondissement de l'émancipation des personnes et des peuples, en dépit du discours sur les droits de l'homme et la démocratie, souvent inefficace et formelle. Ceci explique bien cette mainmise de l'OTAN sur l'ONU, cette confiscation du pouvoir, et c'est ce qui, à mon sens, est évoqué par l'archétype de la ballerine qui danse sur un pied, en fait, d'un pied sur l'autre même parfois. Le lien avec la Corrèze à présent, dont Jean-Louis nous parle également dans cette première strophe. Dans un premier temps, le lien est politique. Il s'agit du personnage de Jacques Chirac, qui fut président du Conseil général de la Corrèze, maire de Paris à partir de 1977, Premier ministre de 86 à 88 sous un régime de cohabitation. Et Sylvain Lauget nous présente son avis sur l'allocution « Dieu que la Corrèze est liquide ». Ça peut être entendu, selon lui, comme une critique du manque de courage de Jacques Chirac, qui, durant cette crise, n'a fait que s'aligner sur les positions américaines et donc de l'OTAN, visant à bombarder la Serbie et à soutenir par ailleurs l'armée croate. Donc je remercie Sylvain pour cette intervention qui me semble absolument pertinente. Merci beaucoup Sylvain. Stop et Gurande, faut suivre, est tout simplement une référence aux accords de Dayton. En effet, la politique internationale de la France change subitement en Bosnie-Herzégovine, où le président Jacques Chirac ordonne, à la suite du meurtre de soldats français, des représailles conjointes avec l'OTAN, ce qui met fin à la guerre civile. C'est au palais de l'Élysée que sont signés les accords de Dayton, qui tirent leur nom de la ville de Dayton dans l'Ohio, où ils ont été négociés le 14 décembre 1995 par les présidents serbes, croates et bosniaques, mettant un terme au conflit. Les accords de Dayton prévoient une partition de la Bosnie-Herzégovine à peu près égale entre la Fédération de Bosnie-Herzégovine croato-bosniaque et la République serbe de Bosnie, ainsi que le déploiement d'une force de paix multinationale, l'IFOR, un système de gouvernance tripartite complexe permettant de conserver l'intégralité territoriale de la Bosnie et laissant une large autonomie aux entités croato-musulmanes d'une part et serbes d'autre part. J'ai aussi trouvé un petit clin d'œil supplémentaire. En cherchant un peu, on découvre le vocable serbe ou chapoul en langue occitane. En effet, à Chantais, on trouve la Serbe du diable. Plusieurs légendes sont liées à cet endroit au nom pas très engageant. D'après certains, les brigands dévalisaient souvent les marchands au retour de la foire dans ce lieu isolé. D'après d'autres, pour éviter les contaminations au niveau du dispensaire situé au lieu dit l'hôpital, les lépreux étaient confinés au diable et se lavaient dans cette serbe. Autre évocation de la serbe ou du chapoul, ou de la chapoul a priori, à Saint-Angèle en Corrèze, dressé sur son promontoire depuis le XIIe siècle, l'imposant prieureux de Saint-Michel des Anges prend le randonneur sous sa protection avant que celui-ci ne s'évade vers la vallée de la Triouzoune, puis remonte à travers bois et hameaux à la rencontre d'une vieille chapoule ou d'une serbe, tout en admirant la diversité des paysages. Refermons la parenthèse
sur ce vocable occitan, qui donc est serbe. Alors maintenant, Arcane, quel est ce drôle de nom? Quel curieux nom, Arcane, dit Jean-Louis dans sa première strophe, qui est donc Arcane. Arcane, de son vrai nom Zeljko Raznatović, est né le 17 avril 52 à Brežice, en Slovénie, et mort le 15 janvier 2000 à Belgrade, Serbie. Il fut un chef de guerre serbe à la tête d'une milice paramilitaire nommée les Tigres d'Arcane, ainsi qu'un agent travaillant pour la Serbie. En mars 1991, le président de la Serbie, Slobodan Milošević, a pris la décision de former une unité spéciale pour aider les Serbes en dehors de la Serbie dans l'occupation et l'épuration ethnique des territoires qui, selon les plans, devaient être intégrés à la Grande Serbie. Ces unités, constituées d'anciens policiers, d'anciens détenus et d'autres volontaires autoproclamés, ne répondaient qu'à la police secrète serbe. Selon l'historien Tony Youth, la garde volontaire serbe était l'une des nombreuses unités irrégulières qui n'étaient guère plus que des bandes organisées de voyous et de criminels armés par Belgrade. Les territoires convoités par les Serbes et occupés avec l'aide de la JNA ont été soumis à des épurations ethniques au cours desquelles les membres de la SDG ont pillé, violé et massacré la population qui refusait de quitter ses foyers séculaires. Slobodan Milošević, dans le secret de son bureau, en a fait l'aveu. Il faut bien que quelqu'un fasse une partie du travail à ma place. À la fin de la guerre en Bosnie, la garde volontaire serbe a été dissoute. Et Arcane a été assassiné le 15 janvier 2000 à Belgrade. Certains prétendent qu'il a été tué parce qu'il en savait trop et qu'il aurait été un témoin gênant devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui avait préparé un acte d'accusation contre lui. Dans une Serbie ruinée par la guerre, les erreurs économiques commises par des politiciens corrompus et les sanctions internationales, beaucoup considèrent encore Arcane comme un héros, malgré les preuves selon lesquelles lui et ses hommes ont commis certains des pires crimes contre les civils pendant la guerre en Yougoslavie. Quant au Nagra, pour finir cette première partie, c'est une marque d'enregistreur sonore portable professionnel conçue par un ingénieur suisse d'origine polonaise. Le mot Nagra signifie « il enregistre » en polonais. Le Nagra SN, SN pour série noire, est issu d'une demande spéciale de la CIA, disponible pour les professionnels en 1965. Ce magnétophone, rendu célèbre par le générique de la série Mission Impossible, est un enregistreur mono pleine bande quartzé, discret et léger, longtemps utilisé pour les enregistrements discrets sur un comédien ou en surveillance de lieu. Le lien avec Arcane, qui fut un agent secret de la police serbe, est donc bien là, établi. Je vous donne très bientôt rendez-vous pour la deuxième partie de cette chronique. Merci de votre fidélité. C'était votre chronique Le Moujik et ses phrases. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle étude.